Voilà, j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde qui effectivement a trait au territoire et qui s'intitule « Comment la transition écologique peut-elle stimuler l'inclusion économique dans les territoires ?» Ça va être, je l'espère, une défense et illustration d'une certaine façon des potentialités de la transition écologique en matière d'emploi et ce, vraiment sur le terrain, dans les territoires. Alors, avant de passer la parole aux différents intervenants autour de moi, je dois présenter les excuses de Madame Skelbut qui figure toujours sur le programme et qui devait représenter Pôle emploi. Elle est souffrante ce matin, elle m'a demandé de l'excuser et vu les délais, elle n'a pas pu être remplacée. Du coup, on a une table ronde exclusivement masculine. Je suis désolée, messieurs, mais je le déplore. On va travailler avec des hommes. Voilà. Alors, je démarre avec Laurent Grand-Guillaume. Laurent, vous êtes un ancien député de la Côte d'Or, mais vous êtes ici en tant que président de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Yann Fradin avait ce matin, un peu plus tôt, évoqué l'association. C'est un projet qui a d'ores et déjà fait l'objet de deux lois en 2016 et en 2020. Si je ne m'abuse, votées toutes les deux à l'unanimité. Et donc, vous allez nous parler de la manière dont les territoires qui sont engagés dans la démarche travaillent pour créer de l'emploi pour les chômeurs de longue durée. Ouais, je vous cède la parole. Merci pour cette invitation. Donc, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, donc, comme son essence, on va dire, l'indique, c'est une expérimentation territoriale, c'est-à-dire que on s'est fixé des objectifs, voilà, et des hypothèses que l'on tente de vérifier à travers l'expérimentation. Notamment le fait que, 1, personne n'est inemployable, 2, que nous ne manquons pas de travail, mais que l'on manque d'emploi, et 3, que le coût du chômage longue durée, finalement, peut être activé pour financer des emplois en développant des activités qui n'existent pas dans les territoires et qui n'entrent en concurrence avec personne. Donc ces 3 hypothèses de départ, nous les vérifions par l'action. Voilà, ça, c'est aussi important et c'est en cela aussi que c'est innovant. Donc on a eu une première étape de l'expérimentation
Vous êtes actuellement secrétaire général adjoint au sein du réseau national des ressourceries, qui compte 175 adhérents. Et puis, depuis mai dernier, vous êtes membre du CESE. Voilà, donc je vous cède la parole pour nous dire comment la filière du réemploi permet dans les territoires de créer de l'emploi. Merci. Ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer sur le sujet de la filière du réemploi, déjà, un grand merci à Monsieur Grand-Guillaume pour l'exemple de territoire zéro chômeur. Je pense que, à la base, je voulais alimenter mon propos autour de ça, c'est-à-dire que l'exemple territoire zéro chômeur est pour moi un exemple assez essentiel de ce qui pourrait nous manquer demain en matière de planification. Je vais aborder le sujet un peu général pour rentrer dans la thématique de comment sectoriellement nous on a évolué. Mais hier, j'écoutais une metteur en scène qui s'appelle Lia Rodriguez et qui disait que pour pouvoir changer quelque chose, il fallait déjà pouvoir l'inventer. Et je pense que les grands enjeux de demain, et particulièrement les enjeux aux côtés de la crise écologique, sont des enjeux sur lesquels il va nous falloir bouger des lignes de manière parfois radicale. Et sur lesquels il va falloir impérativement, si on veut que tout ça se passe dans un contexte de paix et de démocratie, agir sur les questions sociales et les questions de lutte contre les disparités. Ce n'est pas juste un poncif de lier écologie et sociale, c'est une nécessité, je pense, une nécessité structurelle, mais c'est aussi, quelque part, la continuité de notre quête d'humanité dans un contexte futur qui risquerait de devenir de plus en plus difficile. Pour ce faire, je vais aborder deux sujets, un sujet un peu général sur le monde associatif et un sujet spécifique sur la question du réemploi. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que globalement, la question d'inclusion, c'est des questions qui se planifient. Donc, c'est des questions de politique publique. Ce n'est pas juste des questions de bonne volonté, malgré le fait qu'on ait des terreaux d'initiatives formidables. Le monde associatif, ça compte à peu près 22 millions de bénévoles, donc un tiers de la France qui s'engagent, qui travaillent gratuitement, qui donnent du temps pour les autres ou pour des causes d'intérêt général. Mais ça ne suffit pas. Il en est de même pour les mouvements d'entreprise en matière de RSE, pour les mouvements d'entrepreneurs du changement ou d'entrepreneuriat social. Ceci ne suffit pas sans planification publique ferme et sans approche d'une doctrine politique qui pense système, financement et gouvernance. Voilà. Territoire zéro chômeur en est l'exemple. C'est un système, une pensée politique, un système de mise en œuvre, un mode de gouvernance territorialisé et un mode de financement qui a été préalablement négocié, soit pour amorcer, soit pour maintenir des activités dans le temps, parce que on a aussi besoin d'activités qui, au long terme, sont non solvables. Voilà. Deux champs, petit exemple. Alors donc, pour ça, à mon sens, on a un énorme enjeu de réélargissement des espaces démocratiques. On a parlé tout à l'heure des espaces démocratiques en entreprise, mais je pense particulièrement aujourd'hui aux espaces démocratiques hors champ économique. Petit clin d'œil à mon collègue Monsieur Nathan, la sécurité sociale n'a pas été inventée sur les bancs du Parlement. Elle n'a pas été inventée à la table d'un gouvernement. Elle a été inventée à la multitude d'initiatives mutualistes qui ont fabriqué un terreau fertile à même de créer une des plus grandes innovations sociales que la France a vécues, aux effets systémiques positifs extrêmement forts, un impact démentiel sur la vie des gens. Et donc, mon sentiment aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de perdre les espaces d'initiative qui nous permettent de refabriquer le monde de demain à mesure que nous développons des doxas de développement de marché en comptant sur l'innovation de marché. Voilà. L'exemple type monde associatif. Les assos en 10 ans ont perdu 41% du volume de subventions dont elles bénéficiaient. En contrepartie de ça, elles ont vu leur fonds propres, c'est-à-dire en gros la vente de leurs biens et services augmenter de 31%. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, les biens et services associatifs se vendent de plus en plus et de plus en plus cher. Et elles ont vu leur recette financière de marché public, c'est-à-dire en gros d'argent public, mais mis en concurrence avec des acteurs privés, augmenter de plus de 50%. Dans le même temps, ce phénomène-là a généré une baisse du nombre d'associations employeurs de 13%. Et ce n'est pas dans le même temps, c'est en 5 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on a démarré le phénomène de marchandisation du monde associatif il y a à peu près 15 ans. Et la perte de biodiversité associative, c'est-à-dire en gros, on perd des associations employeurs avec un phénomène de concentration parce qu'on ne perd pas autant d'emplois. Donc en gros, les plus grosses structures survivent, les plus petites meurent. Donc phénomène de déterritorialisation.
ce qui génère du coup des pertes de vie démocratique, des pertes de qualité de biens et services sur les territoires. Et on a typiquement, il y a 2 mois, le Haut Conseil pour la vie associative qui alertait sur ce phénomène et sur le fait que ces processus de marchandisation ont des impacts dramatiques sur l'inclusion et particulièrement sur l'inclusion des publics les plus précaires. Je pense particulièrement à des sujets comme la vieillesse, on le vit tous et toutes, peu importe de là où on vient. Le jour où on a décidé de fabriquer un marché à l'endroit où il n'était pas et majoritairement couvert par des initiatives à but non lucratif sur l'accueil de nos vieux, sur les EHPAD particulièrement, on s'est retrouvé avec un phénomène d'écrémage et une qualité de service baissante pour des coûts augmentants. Voilà. Premier phénomène. Sur le sujet de la gestion des déchets, le secteur des déchets est entièrement fabriqué par la dépense publique. Recycler n'est pas rentable. Voilà. Gérer les déchets coûte très cher. Il y a de l'or dans nos déchets, mais si aujourd'hui des grandes industries multinationales vivent de l'argent, vivent de la gestion des déchets, c'est parce qu'on l'a artificiellement créé. Donc on a à peu près 17 milliards dans la gestion des déchets. On en a créé 12 milliards de fiscalité directe, c'est de l'impôt. 2 milliards de parafiscalité, c'est une forme d'obligation aux entreprises qui produisent des biens et qui les distribuent de contribuer à la gestion des déchets. Et 5 milliards, c'est les entreprises qui payent, mais c'est un cadre réglementaire que les pouvoirs publics ont créé, c'est-à-dire on vous oblige à traiter vos déchets de telle ou telle manière. Voilà. Ça, c'est un secteur qui est donc entièrement planifié, pensé et construit artificiellement par le pouvoir public et donc par l'action politique. Le sujet du réemploi, j'entendais tout à l'heure la personne d'Emmaüs Atelier du Bocage nous dire que le réemploi peut être 850 fois plus employeur que l'enfouissement, sachant qu'on enfouit et on incinère aujourd'hui plus de 50% de nos déchets. Le réemploi est aussi, par exemple, 150 fois plus employeur que l'incinération. Et le réemploi solidaire, quand il est réalisé par des associations, a des externalités positives monumentales en matière évidemment de travail social, mais aussi en matière de vie démocratique, en matière d'éducation populaire territoriale, en matière de changement de comportement, de solidarité, de partage de biens sur un territoire. J'arrive à la fin, ok. Et donc, typiquement sur notre sujet, on a un enjeu de politique publique de réserver et de protéger des tissus qui ont des activités fortes en direction de sujets sociaux ou plus de sujets culturels et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'objet du choix politique. Voilà. Donc, si on parlait de grandes mesures, c'est un peu mes trois derniers mots. Je pense qu'à la veille de ces questions présidentielles, à la veille aussi de la présidence française de l'Union européenne, on a un grand enjeu de faire sortir des logiques de concurrence une partie des activités non marchandes pour redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Et pas que aux plus précaires, mais aussi et particulièrement aux plus précaires. On a un gros enjeu de repenser les modes de financement de ces activités-là, particulièrement en matière de gouvernance. Il est très important de penser des gouvernances territorialisées et qui incluent des parties prenantes, pas uniquement des pouvoirs publics descendants. Et ensuite, on a un autre gros enjeu, c'est qu'il est important dans nos planifications écologiques et sociales, de réfléchir au fait, en gros, d'éviter la doxa systématique, de créer des marchés libéralisés, et qu'il est important de repenser des logiques protectionnistes pour permettre à des initiatives d'intérêt général de se développer. Ouais. Merci beaucoup, Martin, pour ce discours très engagé. Rémi, je vais vous céder la parole. Donc, Rémi Léger, vous êtes paysan. Vous avez cofondé et développé la ferme des Volonteux dans la Drôme. C'est une ferme organisée sous forme de SCOP, de société coopérative et participative. Et en 10 ans, vous allez nous expliquer comment vous avez pu créer plus de 20 ETP, diversifier vos activités, maraîchage, élevage, un magasin, une friperie, une boulangerie. Et donc, vous allez nous expliquer comment on peut créer des emplois et se diversifier tout en étant pleinement acteur de la transition écologique. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde déjà. Déjà, hier, moi, j'étais avec mes chiens, avec des brebis. Et donc, juste pour vous dire que pour moi, c'est quand même, je sors de ma zone de confort quand je viens chez vous. Merci d'être là. En plus, bravo.
voilà, je suis arrivé il y a déjà 1 heure et demie et en effet, il y a un petit décalage entre des grosses structures où j'entends quand même un énorme greenwashing et des acteurs de terrain comme nous qui sommes sur le terrain au quotidien et qui vivons la transition écologique de façon difficile au quotidien. Ça fait 12 ans que la ferme existe. On a pris le gel, la grille sur les poiriers, la bactériose sur les kiwis, la tuta sur les tomates. Je pourrais vous en citer des dizaines. Des choses qui n'arrivaient pas avant, des ruches qui s'effondrent. Quand on parle aux anciens, ça n'existait pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous touche au quotidien. Je vais vous raconter un peu qui je suis et l'histoire de la ferme, et puis pour que vous compreniez peut-être mon point de vue. Donc je m'appelle Rémi, j'ai travaillé 5 ans dans l'insertion, sur des chantiers de réinsertion, et j'ai fait principalement des études dans l'écologie et l'environnement. Cette ferme, c'est la ferme de mes grands-parents. Elle s'appelle Ferme des Volonteux parce que c'était le nom du quartier. On n'a rien inventé. Mes grands-parents étaient dans la polyculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'ils avaient des fermes diversifiées déjà à l'époque. Ils étaient plutôt malins. Et puis, mon père a pris la succession. Il était ouvrier et il a été ouvrier. Et puis, en même temps, il faisait la ferme. C'était courant à cette époque-là. Et puis après, il a été licencié et il a fallu qu'il monte une entreprise avec ma mère. Donc, j'ai connu aussi l'envers d'une entreprise traditionnelle. La ferme faisait 12 ou 13 hectares à l'époque. Le début de la structure, c'est 2008, dans la ferme des Volonteux du projet. Je pars de la structure associative où je suis et j'ai envie de faire différemment, une ferme où en même temps on pense à l'humain et en même temps on pense à l'écologie et à la ressource. Le Statuscope est arrivé très rapidement. Pourquoi? Parce que pour une fois dans ma vie, je trouvais qu'il y avait du sens à dire que, en fait, on pouvait être un patron et un salarié aussi. On pouvait être dans la liberté de choisir et de choisir ensemble, pas de choisir une personne dans un monde pyramidal qui était déconnecté de ma propre vision. Aujourd'hui, la ferme des Volonteux, c'est 25 emplois, c'est une vingtaine de TP. En gros, sur une dizaine d'activités. Donc, on fait du maraîchage, on a un magasin, on a de l'arboriculture, on a un boulanger paysan, on a de l'élevage, un lieu d'accueil, on produit de l'énergie, on a un jardin pédago avec de la production de plants. Et David, qui est sur la partie jardin pédago, fait aussi la R&D de la ferme, c'est-à-dire qu'on a un atelier où on fait toutes les nouveautés qu'on entend, on fait des essais et tout ce qui marche bien, on le reproduit à grande échelle. On a une friperie et on a aussi une herboristerie. Donc, je crois que j'ai rien oublié. J'ai essayé de marquer un peu dans le train quand je suis arrivé. Mais en fait, la ferme, c'est surtout une idée politique et une zone où on fait vraiment. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose là qui me plaisait bien. En effet, le faire, c'est exercer sa citoyenneté. On nous a appris un peu à l'école que la démocratie, c'était aller voter, mais c'est un peu juste comme vision de la démocratie, à mon avis. L'objectif de la ferme, ça a toujours été d'avoir aussi un outil économiquement stable qui nous permettait d'aller vers une vision politique. Parce que en fait, l'agriculture, je ne sais pas si vous le savez, mais est majoritairement subventionnée. Quand on parle d'élevage, c'est 70% de subventions publiques, 70% d'aides PAC. À quel endroit et à quel moment c'est logique d'être subventionné à 70% pour produire de l'alimentation? Et donc, l'objectif, ça a été justement étayer la structure de diverses activités et de diversifier aussi en dehors de l'économie agricole, mais aussi un peu d'autres choses pour être stable et pouvoir dire en fait, nous, ce qu'on veut faire de notre entreprise et de notre ferme, nous, travailleurs, c'est avoir la possibilité de dire qu'on peut faire des entreprises qui ne sont pas consommatrices ni d'humains, ni de ressources, et qu'on peut protéger aussi notre milieu en travaillant et en vivant. Donc la ferme,
le modèle même de la ferme, c'est une CAE, donc coopérative d'activité et d'emploi. Ça, c'est le modèle, c'est l'outil qui nous permet d'aller jusqu'à nos envies. On n'est pas vraiment une CAE, on est plutôt une SCOP. Parce que, pourquoi on est une SCOP? Parce qu'aujourd'hui, on est 10 associés et 15 salariés et que nous, on partage tout, on mutualise tout. C'est-à-dire que la décision, les outils de production, la terre, les choix d'investissement, les embauches, les règles, tout est partagé et tout est décidé en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, ça veut dire qu'il y en a le moins possible et que tout le monde a le droit de s'exprimer pour améliorer son travail et son quotidien. La rémunération aussi est la même pour toutes. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, si on estime qu'une personne qui fait du conseil en agriculture doit gagner 3 000 € alors que celui qui fait pousser des légumes en gagne 1 000, en fait, on reproduit les modèles de société. Et ce que je crois aussi, c'est que le changement, il passe par le changement vraiment, et pas par un modèle qui est le même, et pas par du greenwashing. Les modèles doivent changer. Ce que j'ai entendu aussi, qui était, de mon point de vue, assez juste, c'est que le changement, il va impliquer tout le monde, qu'on le veuille ou non. Et autant le prendre le taureau par les cornes et trouver des solutions, plutôt que de reproduire ou de trouver des solutions à travers un modèle qui est déjà existant et qui est pour nous, pas voilà. Bon, enfin. Voilà, les salariés tout le monde est au SMIC à peu près et ils ont des avantages en nature, et les associés, on est à environ 1 500 € plus une reconnaissance à l'ancienneté, c'est-à-dire qu'on gagne en gros 20 € par mois en plus par année d'ancienneté. C'est juste une reconnaissance du fait d'avoir donné au commun. Le modèle économique est donc principalement structuré sur la mutualisation, c'est-à-dire le partage et le fait qu'un tracteur peut servir à plusieurs personnes plutôt que de donner à manger à un modèle qui consomme du pétrole et de l'énergie. Et donc, c'est aussi de construire un bien commun. Ça fait un peu très extrême gauche de dire ça, mais en fait, pourquoi la nature, ce ne serait pas un bien commun? Pourquoi en fait la ressource, ce ne serait pas un bien commun? Puisqu'en fait, tout le monde ici boit et mange, ça paraît assez naturel, quoi. Et après, ça repose aussi, le modèle économique aussi repose sur le fait que l'organisation est plutôt assez horizontale. Je vous ai dit qu'il y avait quand même une hiérarchie, mais l'horizontalité, elle permet aussi de trouver de la liberté pour chacun et du cœur à l'ouvrage et au travail. C'est-à-dire que chacun donne 100% quand il est au travail. Personne ne vient au travail à reculons, et la majorité des gens qui sont dans notre structure pourraient gagner beaucoup plus, mais ils choisissent de gagner moins pour faire quelque chose qui leur plaît et qui a du sens. Le modèle aussi d'organisation en SCOP et en CAE permet aussi pour des paysans d'avoir le droit au chômage, par exemple, ce qui n'est pas négligeable, d'avoir des arrêts maladie, de pouvoir avoir des vacances, des week-ends. Et ça aussi, c'est le modèle d'organisation en groupe et en collectif. Il permet aussi à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole d'accéder à la terre et d'en faire quelque chose. On n'a jamais recruté les gens à la ferme pour des compétences. On les a recrutés parce qu'ils étaient motivés et qu'ils avaient envie de travailler, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Après, oui, c'est aussi pour nous, on a fait aussi des choix de travailler sur l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie énergétique, l'autonomie dans nos décisions, et le modèle dominant a aussi énormément impacté l'agriculture, plus peut-être que plein d'autres choses. On a inventé l'ubérisation dans l'agriculture. Le modèle dominant a tellement spécialisé les gens qu'il les a rendus dépendants de tout. Et en fait, on a oublié qu'être paysan, c'était une ferme, c'était un modèle vivant, vraiment, un modèle vivant avec des économies vertueuses et circulaires énormes. C'est-à-dire que quand nous, on produit du pain, on produit de la paille et on produit de la céréale. Cette céréale, elle va être transformée. Il y en a une part qui va partir aux bêtes aussi. La paille, elle va être transformée avec le fumier. Le fumier, il va dans les champs. Les champs, ils donnent du pâturage aux bêtes, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont des économies
qui ne comptent pas dans l'économie du quotidien, mais qui pour nous, nous permettent de créer de la diversité écologique et en même temps de vivre sur un territoire à 30, bientôt sur 30 hectares. Voilà. Je ne sais pas si je suis peut-être un peu long là. Nous sommes aussi évidemment un lieu de sociabilisation, ça a toujours été l'objectif, parce que ce qu'on a aussi oublié, c'est que les fermes, pendant longtemps, ça a été des lieux d'entraide, des lieux où les gens échangeaient, venaient trouver de la ressource, venaient acheter des œufs et discuter. Et en se spécialisant, on a complètement perdu ça. On a perdu le sens de ce qu'était l'agriculture, c'est-à-dire pouvoir se donner un coup de main, s'arrêter, discuter, refaire le monde et avoir des lieux d'échange. Et ouais, je vais un peu raccourcir. Je suis sur la fin. On n'est pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire qu'on a une solution idéale parce que je pense qu'on a juste un bout d'une solution. Et aujourd'hui, on essaye, nous, à notre petite échelle, d'essaimer, d'accueillir des groupes, des gens, de venir aussi ici pour parler d'une façon de faire et de solutions, pas de problème, de solutions. Et on participe également à une autre structure, une autre SIC qu'on a co-créée avec d'autres fermes et d'autres épiceries au réseau d'épiceries comme le Grappe, qui s'appelle Ferme Partagée, justement pour accompagner et aider d'autres collectifs, parce qu'en fait, la création de collectifs, c'est réapprendre à travailler ensemble, c'est apprendre à faire ensemble ce qu'on a oublié, parce qu'on a pensé qu'on pouvait faire tout seul toujours, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc voilà. Merci. Mille merci Rémi. Bon, je crois qu'on est tous contents que vous soyez sortis de votre zone de confort, franchement. Merci, merci. Thomas Godin, vous allez clore cette table ronde. Vous êtes économiste en charge de la thématique emploi à la direction exécutive prospective et recherche à l'ADEME. Vous êtes notamment spécialiste des dialogues entre emploi et environnement et vous nous raconterez comment, depuis maintenant près de 15 ans, vous travaillez, vous testez avec des maisons, auprès de maisons de l'emploi des outils et des méthodes pour justement faciliter ce dialogue entre ces thématiques. Je vous laisse la parole pour nous expliquer tout cela. Merci. Alors 15 ans, 5 minutes, ça va être compliqué. Donc je vais sabrer beaucoup de choses. Donc juste vous dire que mon rôle à l'ADEME, donc c'est de brancher le monde de l'emploi et de la formation d'un côté avec le monde de l'environnement et à toutes les échelles, y compris même, je dirais, européenne si on peut, nationale, régionale, puisque l'ADEME, on a un réseau de délégations régionales donc, pour la politique publique environnementale, mais nous avons ce réseau-là. Et puis avec l'approche infrarégionale, avec notamment les maisons de l'emploi, mais pas que, puisqu'on soutient aussi l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Donc, c'est aussi un élément important. Nous avons, alors puisqu'on est dans l'atelier territorial, je vais quand même faire un peu de publicité. Donc sur le site de l'ADEME, vous pouvez télécharger un document qui est un panorama des acteurs de l'emploi et de la formation à destination des acteurs de l'environnement qui ne connaissent rien au monde de l'emploi et de la formation, pour qui c'est terra incognita. L'enjeu du dialogue emploi-environnement, c'est de réunir des horizons de temps très, très différents entre des gens donc on vient de sortir, là aussi publicité, mais les scénarios prospectifs pour la France 2030-2050, avec 4 scénarios. Ce qui est bien, c'est que c'est un nombre pair, donc on ne peut pas dire qu'il faut prendre le scénario du milieu. Ça oblige à réfléchir. Et puis, donc, à côté de ça, on discute avec des acteurs de l'emploi à différents niveaux, que ce soit national ou infranational. Et pour eux, 4 ans, c'est déjà très loin. Donc, il y a cet enjeu de se retrouver, d'avoir des points d'intérêt pour discuter ensemble. C'est vraiment le sujet que j'essaye de travailler. Après, ce que j'ai vu à l'échelle territoriale,
notamment avec un projet qui s'appelle Maison de l'emploi et développement durable, donc qui a surtout essaimé entre 2008 et 2015. Puis on a continué le partenariat avec Alliance Ville Emploi, qui fédère le réseau des maisons de l'emploi et le réseau des plans locaux d'insertion par l'économique. Donc, on a fait beaucoup de progrès, donc je ne pourrais pas tout vous raconter évidemment ici, mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi pour réfléchir au niveau national. C'est peut-être ça en fait l'enseignement que je retrouve, c'est qu'il y a des choses qu'on voit au niveau local, qu'on ne voit pas au niveau national. Il y a une possibilité, il y a un niveau de confiance qui est plus fort entre les acteurs. Il y a une possibilité d'action transversale. Par exemple, à chaque fois, avec une maison de l'emploi, on mobilise des gens je me souviens à Bayonne, par exemple, il y avait une personne sur une association pour la féminisation des métiers. Il y avait un entrepreneur du bâtiment. Vous aviez Greta, AFPA, le conseil régional aussi qui était mobilisé parce qu'on a des liens via les régions, donc on peut les faire descendre à l'échelle infrarégionale. Voilà, donc il y a un moment où des gens issus d'univers professionnels très différents se rencontrent. Du coup, il y a un temps de partage du vocabulaire. Maison de l'emploi, MDE, pour nous, ça veut dire maîtrise de la demande d'électricité. CEP, nous, ça veut dire conseil en énergie partagée. Les autres, ça veut dire conseil en évolution professionnelle, sans parler de niveau national, ceux qui parlent des contrats d'études prospectives. Donc voilà, il y a tout un vocabulaire, un jargon à partager. Mais justement, ça fait partie du temps indispensable. Et ce que j'apprécie tout particulièrement avec le travail des maisons de l'emploi, c'est qu'elles n'opposent pas l'action et la réflexion. Et ça me paraît essentiel. Je trouve qu'on est trop dans l'opposition, soit on réfléchit, soit on agit. Il y a une espèce de dictature qui consiste à dire on ne peut pas à la fois réfléchir et agir, et comme il est urgent d'agir, il ne faut pas réfléchir. Donc, du coup, on arrive à ce côté un peu, oui, c'est quand même un peu une OK, solution, mais il y a aussi des problèmes. Donc, et si on ne vous met pas à plat les problèmes, on n'a pas non plus très envie de chercher des solutions durablement. Donc, tout ce travail de partage de diagnostic, on le fait de façon organisée, notamment quand on a des maisons de l'emploi, avec une année de diagnostic partagé quand on travaille sur le sujet de l'efficacité énergétique pour la rénovation des logements. Donc, c'est une année avec un cycle de réunions où tous les acteurs du territoire qui ont de l'influence sur l'avenir du territoire sont rassemblés. Et puis, derrière ça, on voit non seulement des informations qui nous sont communiquées parce qu'on finance des études qui viennent alimenter en chiffres le débat, mais il y a aussi cette idée de non seulement partager l'état des lieux, mais aussi avoir une idée sur ce qui peut se passer dans les 4 ans qui vont venir. Donc, ce n'est pas de la prospective au sens environnemental du terme, mais ça en l'est pour les acteurs du territoire. Et c'est le fait de partager les anticipations, de voir les trous dans la raquette, les manques dans ce que les gens ont en termes d'information, qui donne envie d'agir et qui fait que derrière, il y a un plan d'action partagé qui peut être suivi sur les 3 années qui suivent. Cette mécanique, c'est la même que celle des ADEC au niveau national, avec une différence près, c'est que les ADEC, comme on est dans le découpage national, c'est que emploi et ce n'est pas développement économique. Alors que quand on est à l'échelle du bassin d'emploi, pour les acteurs du territoire, tous les coûts sont permis pour faire de l'emploi, y compris le business, quel que soit le gagnant et le perdant de l'affaire. Et c'est là où j'en viens un petit peu à ce que j'ai, un petit retour d'expérience par rapport à mes témoignages, et je voudrais souligner à quel point Territoire Zéro Chômeur est révolutionnaire. C'est qu'il y a moi, je n'avais pas réalisé à quel point la question environnementale était importante pour les acteurs de l'emploi. Quand en 2008, on avait financé une étude sur l'impact sur le changement climatique, de la lutte contre le changement climatique sur l'emploi avec la Confédération européenne des syndicats, à l'époque, le changement climatique, ce n'était pas trop à la mode. J'avais demandé, mais comment nous, on pourrait glisser le sujet environnemental dans les instances où on discute de l'emploi. Et là, le responsable de la Confédération européenne des syndicats m'avait dit, mais vous rigolez, c'est nous qui comptons sur vous. Et quand ça m'est revenu quand on a fait l'expérimentation il y a 2 ans avec la Maison de l'Emploi de Cambrai pour tester une nouvelle façon de partager les anticipations, toujours sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, j'ai vu vraiment la symétrie. C'est-à-dire que
du côté environnemental, on est allé chercher les objectifs de rénovation énergétique des logements pour à partir des plans climat territoriaux qui sont eux-mêmes reliés à des objectifs régionaux et aux objectifs nationaux, les fameux 500 000 logements rénovés chaque année. Donc là, on a un driver, on a quelque chose qui mobilise. Et ce qu'on voulait faire, c'est avoir le même exercice prospectif, non pas sur des scénarios de rénovation de logements pour le territoire, mais sur l'avenir de la main-d'œuvre du bâtiment du territoire. Qui rentre, qui sort dans ce territoire? Où sont est-ce que c'est des gens qui viennent des cafés, hôtels, restaurants? Est-ce que quelle est la pyramide des âges? Quelles sont les entrées et sorties du territoire? Donc, avoir une idée de tout ça. On l'a fait, on l'a fait. Mais normalement, quand on fait de la prospective, il faut quand même un fil conducteur. Donc nous, pour l'environnement, on avait ce fil conducteur qui était maximiser le nombre de logements à rénover en qualité, en quantité, en qualité parce que c'est le nombre de travaux par logement qui comptait. Mais côté social, là, on n'avait pas de driver. Alors habituellement, dans le projet Maison de l'Emploi et Développement Durable, je disais, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est que les travaux soient faits en temps et en heure, qu'importe qui les fait, que ce soit des hommes, des femmes, des hommes, des vieux, des gens d'insertion. Nous, ce n'est pas notre responsabilité. On est des acteurs de l'environnement, mais on n'est pas dans la tambouille du développement durable où on mélange tout. C'est justement chacun sa responsabilité. Et c'est à vous, acteurs du territoire, de dire qui vous voulez privilégier. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit fait au bout du compte. Et donc, cette question est revenue de façon plus méthodologique avec l'expérience de Cambrai. Et là, en fait, personne ne me proposait un objectif social pour le territoire. Donc, moi, j'ai dit, je vous propose maximiser le taux d'emploi pour le bâtiment dans le territoire. Ils m'ont dit oui. Mais j'aurais dit zéro chômeur longue durée dans le secteur du bâtiment pour le territoire. Ils m'auraient peut-être dit oui aussi. J'aurais dit doubler la part du travail des femmes dans le domaine du bâtiment et du territoire. Ils m'auraient dit oui. Et donc, ce qui ressort de cette expérience, c'est que finalement, même dans un cas où on a un territoire doté d'une fonction maison de l'emploi, ce qui n'est pas malheureusement le cas dans tous les autres territoires, ce qui serait déjà une bonne chose, c'est que la vision interprofessionnelle sociale face à la nôtre, puisque alors c'est là où mon histoire est compliquée, parce que le bâtiment est un mauvais exemple, c'est le seul sujet qui n'est pas interprofessionnel de tous les sujets de la transition écologique. Mais quand même, je l'ai vu au passage. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'avoir face à nous des acteurs qui disent ce qu'ils veulent du point de vue social pour leur territoire. Et donc, on entend, par exemple, ce sont des débats souvent un peu idéologiques. Par exemple, est-ce qu'on veut plus la solidarité ou la charité? Nous, je dirais, côté transition écologique, qu'importe, mais choisissez, positionnez-vous et qu'il y ait quelqu'un pour se positionner, puisque nous, on a besoin d'ancrer nos scénarios, la mise en œuvre, dans des choses qui s'incarnent réellement. Et pourquoi ça ne s'incarne pas? Alors, c'est là où j'en viens à un territoire zéro chômeur longue durée. C'est que l'emploi, à la différence du chômage, n'est pas un sujet d'intérêt général. C'est-à-dire qu'un économiste qui est payé pour travailler sur les questions d'emploi, il est toujours payé pour aller piquer l'emploi du territoire voisin. Et c'est vrai à toutes les échelles. C'est l'emploi de Toulouse contre Bordeaux, c'est l'emploi de la région X contre la région Y, l'emploi de la France contre l'emploi de l'Allemagne, l'emploi de l'Europe contre l'emploi de la Chine et des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, des visions d'intérêt général autour de l'emploi, elles ne sont absolument pas stimulées, ce qui fait que les économistes ne sont pas du tout outillés pour travailler la question. Et vous allez chercher, par exemple, la définition des emplois directs, indirects et induits sur le site de l'INSEE sur le glossaire, vous ne trouverez rien. Donc, et ça, ce n'est pas par hasard. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, la vision territoire zéro chômeur longue durée, c'est qu'elle montre qu'effectivement, il faut une mobilisation des acteurs avec une vision interprofessionnelle, d'une vision d'intérêt général à l'échelle d'un bassin d'emploi. Et puis, j'en finirai juste avec un point. Quand vous entendez le mot impact emploi, impact sur l'emploi, dites-vous, il y a un truc qui cloche. Ça veut dire que c'est forcément une vision limitée, limitante. Et ce qui est extraordinaire avec Territoire zéro chômeur longue durée, c'est qu'en fait, on part des compétences des personnes pour aller chercher le marché. Et ça, ce qui est étonnant, c'est que c'est une vision de terrain qui est faite, alors que c'est justement la vision qui manque pour brancher le long terme et le court terme. C'est-à-dire qu'à long terme, ce sont les compétences qui font les marchés. Si il y a des marchés qui n'existent même pas, parce qu'on n'y pense même plus, puisqu'il n'y a plus personne capable d'entretenir, de disposer de ces compétences. Donc, la rétroaction compétences-marché, ça, c'est quelque chose qui passe complètement en dehors du scope de l'économie.
Et par exemple, quel est l'effet des malfaçons dans le bâtiment sur la dépression du marché du côté de la demande? Ça, on ne sait pas. Et donc, la relation emploi-marché, elle marche dans les deux sens. Mais ce n'est pas seulement j'ai un job à faire et comment on va faire pour occuper la place de travail avec des gens formés comme il faut, etc. Mais c'est aussi, il y a des compétences, qu'est-ce qu'elles peuvent influencer sur le marché à l'avenir. Mais normalement, c'est une vision de plus long terme. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gaudin. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, sur le chat. Une question? Oui. Oui, mais je ne sais pas si... Ah si, ça marche. J'avais juste une question pour Monsieur Grand-Guillaume sur les projets et le financement. Ça a été un tout petit peu évoqué d'ailleurs sur ce financement des projets. C'est ces projets qui sont autoportés dans le sens où les créations d'emplois, enfin les gens sont rémunérés en fonction de ce que ça génère, ou ce sont des projets qui sont financés et qui continueront à être financés par les régions ou par le territoire en fait. Merci. Alors en gros, depuis le début de l'expérimentation, pour chaque emploi créé, on bénéficie de l'activation de la dépense passive. On prend le coût du chômage longue durée pour l'État et les collectivités territoriales par personne, et ce coût, il est injecté dans le projet pour financer une part de l'emploi. Aujourd'hui, ça couvre à peu près 75% du coût de l'emploi et du fonctionnement de l'entreprise. Puisque, par exemple, les managers ne sont pas pris en compte, les coûts d'investissement, si on fait du maraîchage, par exemple, avoir des serres, ça coûte un peu d'argent pour investir. Donc, tout ça, c'est amorti dans le coût global. Et 25% donc, est couvert par le chiffre d'affaires généré. Aujourd'hui, dans les entreprises à but d'emploi qui sont, on va dire, les plus en avance, le chiffre d'affaires qui est réalisé par ETP est d'environ 8 000 € par ETP. C'est-à-dire c'est l'équivalent, en gros, d'un chantier d'insertion. Après, nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne vise pas ni une rentabilité, puisque pour nous, si on arrive à un équilibre économique avec un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir le coût de l'emploi d'une personne qui est rémunérée au SMIC, les personnes sont rémunérées au SMIC aujourd'hui, eh bien, ça sera très bien. Mais après, s'il reste un coût pour la société, ce n'est pas grave. Car si on n'avait pas existé dans les territoires là où nous sommes, il n'y aurait pas eu de solution pour les personnes. Or, les personnes qui aujourd'hui sont embauchées, comme je l'ai dit, elles étaient en moyenne au chômage depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient au chômage depuis 8 ans, depuis 10 ans. Il y a des personnes qui, à 50 ans, signent leur premier CDI de leur vie et qui ont pour la première fois de leur vie un SMIC. Alors, le SMIC, ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui pour vivre. C'est le minimum, on va dire. Donc là, on a aussi un dialogue qui se met en place avec les partenaires sociaux pour construire un accord interentreprise avec une classification des métiers et avec toutes les évolutions de carrière à prévoir aussi également. Donc voilà, c'est le début de tous ces sujets. Mais voilà où on en est sur l'équilibre économique. Et les collectivités, elles aident plutôt pour avoir des locaux. Et souvent, elles viennent en soutien pour le comité local, parce que pour faire fonctionner un comité local, il faut 2 ETP, en gros, 2 emplois, et pour l'animation et l'identification des personnes et des activités. Et ça, ce n'est pas financé par l'État, parce que l'État, pour revenir un peu à tout ce qui a été dit, il voit ça comme un millefeuille. Ils disent, bon, c'est encore un truc de plus. Il y a déjà des maisons de l'emploi, il y a plein de choses qui existent dans le domaine de l'emploi, donc c'est encore un truc en plus qui se rajoute au millefeuille, d'accord ? Parce qu'il y a une volonté de réguler l'ensemble des politiques de l'emploi par l'État central aujourd'hui. Donc tout ce qui émerge d'un peu différent, ce n'est pas tout à fait bien. Donc on n'a pas eu de financement pour les comités locaux, premièrement. Et deuxièmement, il y a même eu une tentative dans la deuxième loi de nous mettre sous tutelle du service public de l'emploi. Donc nous, on a dit, on ne veut pas de tutelle puisque nous sommes partenaires du service public de l'emploi. Donc non merci. Donc ils ont enlevé cet élément. Mais on a même parfois des collectivités locales. J'ai en tête, et j'arrêterai là, un président de région, par exemple, qui voulait faire un marché public pour que nous répondions à ce marché public avec d'autres, pour être en capacité d'animer les comités locaux. Donc moi, j'ai dit à ce président de région, j'ai dit, écoutez, nous n'avons pas vocation à être votre prestataire, nous sommes des partenaires. Donc dans un espace démocratique, comme ça a été très bien dit, on doit discuter d'égal à égal, mais nous, on n'a pas vocation d'exécuter votre commande. Voilà, ce n'est pas du tout comme ça qu'on conçoit la démocratie.
Donc, il n'y a pas eu de marché public. On s'est débrouillé tout seul pour ces comités locaux. Mais voilà, pour toute la question du financement, il y a l'ingénierie de projet, où là, il y a difficulté à trouver des financements, et le fonctionnement de l'entreprise, où il faut trouver donc les moyens. Donc là, c'est l'activation du coût du chômage. Mais nous, on est pour qu'il y ait une coalition du droit à l'emploi pour tous. Et je dirais même, moi, je défends plus même le droit au travail, parce que l'emploi, c'est limité. Le travail a un sens un peu plus large. Voilà. Mais une coalition du droit à l'emploi, c'est de dire que peut-être qu'un jour, on pourra parvenir à faire en sorte que ce coût du chômage qui est activé dans les EBE, il puisse l'être aussi pour d'autres structures, finalement. Vous voyez, qui concourent justement à des objectifs de protection de l'environnement, de réinscrire des activités dans le territoire. Et forcément, quand on parle d'environnement, on parle de territoire, car le territoire, je rappelle, c'est la rencontre entre la nature et la culture. Donc, il n'y a pas d'environnement sans territoire, hein, déjà. Donc, si on peut faire en sorte que ces financements ils puissent aussi un jour bénéficier à des structures qui créent ces emplois, ça serait intéressant. Mais il y a aussi une idéologie qui est celle de soutenir l'individu et non pas l'emploi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place pour soutenir l'individu, des aides à l'individu pour l'inciter à faire telle ou telle chose, voilà, et de moins en moins de financement pour les structures collectives qui accompagnent les personnes et pas l'individu. Voilà. Et ça, c'est aussi un problème aujourd'hui. On le voit dans les financements. Merci Laurent. Peut-être une dernière question, Christine? Oui, merci. Moi, j'ai une question pour Rémi Léger. En fait, qu'est-ce qui fait que demain, on peut essaimer et passer à l'échelle sur un modèle comme le volonteux pour avoir plein de petits volonteux partout en France, quelles que soient les conditions pédoclimatiques? Est-ce que c'est une problématique d'accès au foncier? Parce que là, toi, tu avais en effet des terrains hérités, donc c'est un actif quand même. Est-ce que c'est une problématique de motivation des jeunes? Parce que si on n'a pas besoin des compétences, comme j'ai entendu, on a quand même des chômeurs qui n'ont pas d'emploi, donc pourquoi on ne pourrait pas faire matcher l'un et l'autre, y compris dans un projet de souveraineté agroalimentaire? Donc, quels sont les points de blocage, en fait? Nous, on en est quand même au constat que tu peux bien faire des choses sur ton territoire local. Il y a un problème structurel dans l'agriculture et dans notre fonctionnement général, global. Aujourd'hui, je reviens à la subvention publique parce que pour moi, elle identifie le modèle désigné. Aujourd'hui, on subventionne des gens à produire une alimentation industrielle et on ne subventionne pas des gens à produire de la diversité et de la protection écologique. Je ne suis pas représentant de syndicats, je ne suis pas représentant de l'agriculture et je ne jette pas la pierre à des gens qui ont fait ce que la société a demandé. C'est clair, c'est comme ça. Malgré tout, aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, la moitié des paysans partent à la retraite et qu'est-ce qu'on fait? C'est ou l'agrandissement, c'est-à-dire des structures qui ne feront pas 1000 hectares mais 2000 et qui embaucheront 2 personnes, ou on trouve des solutions alternatives d'installation de gens sur du territoire qui vont faire de l'alimentation locale, protéger leur écosystème et créer de l'emploi. Il me semble que le pouvoir public là-dessus, il peut s'en emparer très clairement et dire bah oui, en fait, de quoi on parle au quotidien? On parle d'écologie, on parle d'emploi, on parle de protéger les ressources locales et de faire de l'alimentation dans des villes comme Paris où il y a 10 millions d'habitants. Mais en fait, ça vient de Hollande. La céréale qu'on fait juste à côté, elle fait le tour du monde. Enfin, donc, il y a quand même des vraies problématiques globales qui sont… et je pense que l'État français, alors je ne suis pas président, je ne suis pas député, je ne suis rien de tout ça, mais l'État français, il y a quand même des vraies choses à prendre là-dedans et à dire, mais en fait, si on n'est pas les plus performants industriellement, si on n'est pas les plus nombreux, etc., mais il y a quand même des vraies choses à aller chercher dans le changement et dans notre capacité à transférer l'argent et que cet argent soit aussi bien utilisé là où il est. C'est-à-dire, en fait, on peut mettre de l'argent si ce n'est pas structuré, si ce n'est pas, bien entendu, que ça ne sert à rien. Mais je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais la création de groupes et multiplier ça, ça demande quand même
un changement global de la vision de ce qu'on a de l'agriculture et pas de faire des tomates industrielles chauffées sous serre qu'on applaudit, quoi. Mille merci aux 4 intervenants de la table ronde. Pardon. Donc, on va clore la table ronde et on va céder la place à Sylvie Lemay qui nous a rejoint là et qui est ambassadrice déléguée à l'environnement, qui va élargir évidemment le regard à tous les enjeux internationaux. Sylvie, la table est à toi.